Ah là, on va arriver dans un live horreur. Oula, attendez. Est-ce que mon micro... Ouais, ok. Hop là. Bonsoir. Yes. Mon nouveau verlet. Je l'attendais depuis un moment celui-là quand même. Yes. Salut Maxou du 02. J'espère que tu vas bien. Ah ouais, mais t'es en plein stream toi du coup. Ouais. Faudrait que je regarde un de tes streams quand même. J'espère que tu vas bien. Voilà. Bon, ça y est, voilà. On va regarder des vidéos d'horreur. Voilà. Ah, ben, Wisebot. Wisebot, il fonctionne très bien. Apparemment, il veut de la thune. Apparemment, il veut de la thune, Wisebot, hein, voilà. Voilà, j'ai fait une grosse mise à jour entre-temps, c'est pour ça que je me suis absenté et tout. Et aussi parce que j'avais quelques problèmes d'overlay. Et voilà, enfin bref, je vais pas tout vous raconter, mais... Voilà. Vous verrez dans mes prochains lives, dans mon autre overlay principal, voilà. C'est cool. C'est super cool. Et du coup, Maxou, il faudrait que je voie un de tes streams. Voilà, faudrait que j'y regarde. Voilà, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais tu m'as compris. On va regarder des vidéos. Alors il y a eu un avertissement, enfin il y a eu un avertissement du sens où ce sont des sujets qui est pas facile à interpréter tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous m'avez compris. Et il y a d'autres vidéos, bon, il est un peu plus cool. Voilà, plus relax. Voilà. Et voilà. On va regarder des vidéos. On va être tranquille. Enfin, tranquille, entre guillemets. Enfin, pour moi, pour mon diabète et tout, ça va être cool. La glycémie va pas m'enfler. Je l'espère. Et puis voilà. Là, je vais juste préparer les vidéos. Je sais pas par qui commencer. Attendez. Oula. Faut vraiment que je m'achète un truc pour booster mon PC là, parce que waouh. Waouh. Je vais juste préparer. Hmm. Est-ce qu'on y va tranquille ou alors est-ce qu'on y va fort déjà? Bon, il y en a qui vont penser que je fais ça pour du sensationnel et tout, et alors que vraiment non, c'est pour passer du temps et tout ça. Même si voilà, c'est franchement pas cool. Enfin, je sais pas en fait. S'il y a tellement de trucs, je sais pas comment expliquer. Je vais voir du côté de Squeezie ce qu'il a fait comme vidéo. Ah mais je l'ai vu sa vidéo. La dernière qu'il a faite, je l'ai vue. Euh, ok. Euh, D'accord. On va commencer par une affaire incroyable. Enfin, je sais pas ce que c'est comme affaire. Le don pour la recette du kebab secret. Et là, j'avoue, il est incroyable celui-là. La phrase, il fallait la sortir quand même. Je suis plutôt fier. La recette du kebab secret. Faut savoir que c'est en référence avec Bob l'éponge. Ouais, parce que je fais des références à ce dessin animé qui est incroyable. Par rapport au pâté au crabe qui est une recette incroyable, mais bon, très secret. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Voilà, je dis des trucs parfois. Énorme. Voilà.
Oh, mais tout le monde est en train de le live aujourd'hui. Il y a Titou qui est en live là, actuellement. Incroyable, Titou. Voilà. Ensuite, ça, on l'enlève. Voilà. Ok, on va remettre le son. Est-ce que je suis un bon programmeur? Ça, je sais pas. Programmeur, c'est sûr, je suis vraiment nul. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Attends, j'ai l'impression que c'était que moi qui ai entendu ce bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu. Qu'est-ce que c'était? Je crois que j'ai un... Je suis sûr, il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Allez, il y a une chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'était Wizbot qui a fait du bruit. Non, en vrai, c'est pas Wizbot qui a fait du bruit. Mais je sais pas ce que c'était comme... Je sais pas, c'était peut-être dans ma tête. J'en sais rien. Bah écoutez, pas grave. On va me dire que je suis un fou, mais c'est pas grave. Alors... Ah, j'ai que 1% de batterie. Ok. Ouais, est-ce que c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Ok. Alors, c'est parti. On va se mettre dans l'overlay, là. Voilà. Est-ce que c'est cool? Oui. Voilà. Ok. C'est parti. On va le faire. Voilà. Allez, c'est parti. Attends, est-ce qu'il y a du son? Franchement, oui, il y a du son. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, je me dois de vous prévenir, l'histoire d'aujourd'hui c'est pas la plus gaie, la plus féerique, la plus good vibes qu'on ait racontée sur cette chaîne. Mais elle n'en est pas moins intéressante. Vous le savez, j'adore les histoires, y compris les histoires un peu plus glauques, genre les documentaires sur les serial killers, les faits divers, tous ces trucs là j'adore. Et mon péché mignon dans ces trucs là, c'est les crimes non résolus. Et souvent en fait dans les trucs non résolus, généralement t'en sais autant. Son t-shirt. Alors, il est intéressant, mais il fait... Putain, c'est malsain, on dirait. Que la police, Je et sais pour pas. autant t'as des théories, rien n'est avéré, enfin je trouve que Enfin, je sais c'est pas, genre un foutoir à j'aime bien, mais il y a un spéculation, truc. les affaires de crimes non résolus. Je sais On te pas. met plein d'indices et d'éléments dans la tête comme ça et on te dit et voilà, on n'en sait pas plus, on sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs Mais je l'affaire crois la que je l'ai plus vu, cette connue vidéo. de ce genre en France, c'est celle du petit Grégory qui a eu lieu je crois dans les années 80 dans les Vosges. Et il y a un documentaire sur celle-ci sur Netflix, je vous le conseille fortement, ça illustre parfaitement tout ce que je viens de vous dire au sujet de ces affaires non résolues. Mais celle d'aujourd'hui, c'est pas celle du petit Grégory. L'affaire dont on va parler aujourd'hui, c'est celle de Blair Adams. C'est un Canadien de 31 ans qui semble du jour au lendemain avoir perdu la raison et avoir pris la fuite sans qu'on sache pourquoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quelques jours plus tard, on l'a retrouvé mort à moitié nu sur un parking à des milliers de kilomètres de chez lui. Ok. Il y a un petit vibe de Fel du plat quand même, hein. Il y a un petit truc là. Ça y est. Il y a un petit truc en rapport avec Feldup. Alors on n'a pas un Ah d'ailleurs, débat, Feldup ou Feldup? milliard d'infos sur Voilà, c'est le même l'histoire niveau de que sa pain vie, chocolat c'est juste que chocolatine. les années qui ont précédé le jour de sa mort, On s'en il était fout. contremaître sur des chantiers et qu'il adorait son taf, qu'il s'entendait très bien avec ses collègues, enfin vraiment quelqu'un de normal qui a une vie normale. Cependant, il a eu pendant une petite période de sa vie une bonne addiction à l'alcool et il a réussi à y mettre fin en rejoignant un groupe d'alcooliques anonymes auquel il a été présent tous les jours pendant 2 ans. On est en 1996 et le comportement de Blair change radicalement. Il dort presque plus, il est tout le temps sur ses gardes, il a des sauts d'humeur hyper fréquents, bref ses proches le reconnaissent plus. Alors évidemment face à ce changement de comportement, sa famille s'inquiète, elle le questionne, elle lui dit est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que t'aimerais nous parler de quelque chose? Malheureusement Adam reste super vague et il leur dit juste écoutez je devrais pas vous en parler. Et encore à ce jour on sait pas de quoi il s'agit. D'accord. On est le 5 juillet 1996 et Blair va dans une banque à Vancouver retirer l'intégralité de ses économies. Il met tout ça dans une sacoche noire et il se casse sans dire un mot.
2 jours plus tard donc, Blair retourne à Vancouver pour cette fois prendre un ferry dans le but de rejoindre les États-Unis. Il espère en réalité atteindre Seattle et il a prévenu absolument personne de son départ. Il arrive au port, il se prépare à embarquer, sauf que les douaniers le trouvent hyper chelou. Alors ils le prennent à part, ils le questionnent, ils lui demandent pourquoi ils seront à Seattle, ils lui demandent pourquoi il a des bijoux, des lingots d'or et du cash dans sa sacoche, et malheureusement, les réponses de Blair n'arrivent pas à les convaincre. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs bizarres, et donc les douaniers lui disent « Bon, c'est simple, tu n'iras pas aux États-Unis aujourd'hui. Rentre chez toi. » Il retourne donc à Surrey, sa ville natale, où il rend visite à sa mère et à des amis, et évidemment, il oublie de leur dire que ça fait 2 jours qu'il transporte toute sa thune dans une sacoche, et qu'il vient aussi de se faire recaler par la douane en tentant de rejoindre les États-Unis. Mais malgré tout, il a toujours l'air très mal, désorienté, les gens autour de lui le voient, et à cela s'ajoute un autre élément, le fait qu'il ne va plus au travail depuis plusieurs jours. Personne comprend ce qui se passe avec Blair, en fait, mais ce que tout le monde comprend, c'est qu'il y a bel et bien un truc qui cloche chez lui. En fait, il y a bien une raison. Alors, c'est un truc que je comprends pas. Forcément, il y a une raison derrière. Mais quoi? Pourquoi il va plus au travail? Pourquoi il a des sauts d'humeur? Enfin, je sais que j'ai déjà vu cette vidéo, mais je me rappelle plus du tout. Et sincèrement, je me rappelle même plus. Mais forcément, s'il va plus au travail, c'est. Il y a bien une raison. Alors naturellement, son entourage suspecte qu'il ait en fait une maladie mentale et donc lui suggère d'aller voir un docteur, de prendre soin de lui, de se faire aider en fait. Mais vous vous en doutez, Blair refuse. Malgré tout, à force d'être questionné tout le temps par tous les gens de son entourage qui comprennent pas ce qui se passe, il lâche quand même quelques petites informations. Par exemple, il confie à sa mère que des gens propagent des rumeurs sur lui. On n'est pas super avancé, mais c'est mieux que rien. Quand on lui parle de son travail, Blair se met à pleurer, ce qui veut dire que visiblement dans sa tête, il n'a pas eu le choix de démissionner. Dernier élément très chelou, il veut plus du tout être dans son appartement assuré, donc carrément il va dormir chez sa mère, ce qui est typiquement ce que quelqu'un ferait s'il se sentait menacé, s'il se sentait traqué. Et ça se confirme quand il va avouer à un ami à lui que son comportement étrange viendrait du fait qu'il est poursuivi par quelqu'un qui veut le tuer. Rien que ça. Ouh là là! Ce jour-là, Blair rassemble toutes ses affaires et quitte la maison de sa mère, et c'est malheureusement la dernière fois qu'elle le verra vivant. Il veut partir très loin et très vite. Du coup, il va à l'aéroport de Vancouver et il achète un billet d'avion, direction Francfort en Allemagne. Pourquoi Francfort? Parce qu'il y a vécu l'année d'avant. Les pubs déjà. En 1995 pour aider son beau-père sur les chantiers. Il a aussi son ex-petite amie qui est là-bas, ce qui veut dire qu'il a un contact sur place, une personne. Francfort, je connais. Bon, déjà c'est en Allemagne et bon, après je connais pas trop l'Allemagne, donc voilà. Genre on dirait que je dis ça comme si c'était évident, alors que pas du tout. Non mais je connais parce qu'il y a quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est comment il s'appelle déjà? Raja Messner. Elle fait de la batterie, en particulier sur du métal. Et ouais. Et c'est quelqu'un que j'admire qui vient de là et puis c'est cool. Ben, si vous connaissez pas Raja Messner, allez-y. Voilà. Kebab épicé. Wizbot, tu te lâches un petit peu trop. Qui peut potentiellement l'aider. Sauf que Blair annule tout. 2 heures seulement après avoir acheté les billets, il se les fait rembourser. On apprendra par la suite que sa copine allemande n'attendait absolument pas sa visite et on saura jamais pourquoi il a annulé aussi vite son voyage et qui il devait rejoindre sur place. Peut-être que, comme le vol était prévu au lendemain, Blair s'est dit « c'est mort, je reste pas une journée de plus au Canada, c'est trop dangereux, donc j'annule le vol et je fais autre chose ». Il va donc en pleine nuit toquer chez une amie pour lui demander de l'emmener en voiture jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Malheureusement, son amie refuse et lui dit « écoute frérot, il est minuit passé, je sais pas à quoi tu joues, mais viens on voit ça demain ». Blair s'excuse et il repart sans lui en dire plus. Le lendemain, très tôt dans la matinée alors qu'il fait encore nuit, Blair essaie de traverser la frontière américaine. À pied. C'est-à-dire que les frontières, c'est des lignes de voitures, mais c'est jamais un mec qui s'est tapé le chemin jusqu'ici à pied et qui compte se taper le chemin de l'autre côté jusqu'à la ville la plus proche à pied. Forcément, les douaniers se posent des questions et une nouvelle fois, il se fait interroger. Une nouvelle fois, c'est un échec. Une nouvelle fois, il reste au Canada. Il retourne une nouvelle fois à l'aéroport de Vancouver, cette fois non pas pour acheter des billets d'avion, mais pour louer une voiture, une Nissan, avec laquelle il retourne au poste des frontières duquel il vient de se faire virer. Sauf que cette fois, ça passe. Il est enfin aux États-Unis. Déjà, une fois aux États-Unis, le premier truc qu'il fait, c'est rouler tout droit jusqu'à l'aéroport de Seattle pour acheter un billet d'avion pour Washington. Et cette fois, il va vraiment prendre l'avion. Il va pas se faire rembourser 1 heure après. Ah, salut, d'ici Charlito. Alors, comment tu vas? Ah, t'es nouveau, toi. En revanche, un truc qui fait tiquer les autorités, c'est que ce jour-là, tu live règle d'horreur, voilà. Après lui, on ira voir Feldup. Et si jamais t'as des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire. Et puis même des youtubeurs, enfin voilà. N'hésite pas. Voilà.
d'avion, il prend un aller simple pour Washington. Et cet aller simple qui coûte 800 $, coûte en fait 2 fois plus cher que s'il avait pris un aller-retour. C'est peut-être un détail pour nous, mais pas pour les enquêteurs qui, eux, comprennent qu'en fait, au moment où il achète le billet d'avion, il est encore extrêmement stressé au point où l'argent n'a aucun intérêt pour lui. Il fait aucune optimisation, il s'en fout, il veut juste se barrer le plus loin possible, le plus vite possible. Et ce, peu importe le prix. La nuit passe et Blair atterrit à Washington aux alentours de 6 h du matin. Il loue une nouvelle fois une voiture, cette fois une Toyota, et il se met à conduire plein sud sans jamais s'arrêter. À 17h30, on retrouve sa trace puisqu'il est aperçu dans une station essence à Knoxville, dans le Tennessee. Dans cette station essence, il fait le plein de sa Toyota, il paie l'employé en cash, mais mauvaise surprise, quand il revient pour démarrer sa voiture, elle démarre pas. L'employé de la station-service appelle donc un dépanneur pour venir en aide à Blair. Un certain Gerald Sapp vient donc à sa rescousse. Il lui demande les clés et déjà, il voit que sur les clés, il y a un logo Nissan. Oui, vous avez fait le lien, la Nissan c'est la voiture que Blair conduisait à Seattle. Là c'est une Toyota qui conduit. Ça veut dire qu'il est tellement stressé carrément qu'il se trompe de clé. Gérald le dépanneur le prend bien, ça le fait plutôt marrer, ça arrive des erreurs d'étourderie. Et donc il demande à Blair de fouiller ses poches à la recherche de la bonne clé, celle de la Toyota. Sauf que il refuse. Oui, c'est bizarre, mais vous avez bien entendu. Blair refuse catégoriquement de fouiller dans ses poches. Face à ça, Gérald préfère ne pas se prendre la tête et il remorque la caisse. Il propose à Blair de le déposer à l'hôtel le plus proche, le Fairfield Inn, un hôtel d'affaires en périphérie de Knoxville. Oh mais non. En plus une coupe de téléphone, moi j'en ai déjà un moi. Non mais où? Blair rentre dans l'hôtel, mais au lieu d'aller réserver sa chambre, il va faire plein de va-et-vient entre l'accueil et l'extérieur. D'accord, pourquoi? Mais frérot, pourquoi tu fais des allers-retours? Oula. Il finit enfin par s'adresser à la réception et à réserver une chambre qu'il va payer en cash avec un billet de 100 $. Il récupère la carte d'accès à sa chambre, mais il part tellement vite que la réceptionniste n'a même pas le temps de lui rendre sa monnaie. L'hôtel va régulièrement appeler sa chambre pour lui dire de se rendre à la réception pour récupérer sa monnaie, mais Blair ne décrochera jamais. Tout simplement parce qu'il n'est jamais allé dans sa chambre. À 19h30, on le voit quitter l'hôtel sur les caméras de surveillance et c'est la toute dernière trace qu'on aura de lui. Ça me rappelle une autre affaire qu'il fallait du pas parler, mais... Il est 7 h du matin très et différent. Les ouvriers se rassemblent au 74-71 Crosswood Boulevard. Il travaille sur le chantier d'un hôtel en construction situé juste en face du Fairfield Inn, l'hôtel où devait dormir Blair. Ils boivent un café, ils commencent à sortir du matériel et ils voient au loin quelqu'un allongé par terre dormir sur le parking. Ils vont à sa rencontre pour lui demander de partir, mais ils se rendent compte que c'est ni un squatter ni un sans-abri, c'est un cadavre. La police est contactée et les officiers qui arrivent sur place commencent à sécuriser la scène de crime. Ils fouillent dans les poches du cadavre et ils découvrent rapidement son identité, c'est Blair Adams. A défaut de pouvoir vous dire ce qui s'est passé, on le sait toujours pas à l'heure actuelle, je peux vous dire tout ce qu'ils ont trouvé sur cette scène de crime. Déjà, le corps est en piteux état, c'est-à-dire qu'on aperçoit énormément de blessures, dont une grosse entaille au front. Vu le choc, c'est probablement un coup de barre de fer ou un coup de pied de biche qui a causé une blessure pareille. Les policiers découvrent également des blessures sur les mains de Blair qui sont des blessures typiques de quelqu'un qui a voulu se défendre d'une agression. Blair aurait donc reçu plusieurs coups violents infligés par un mystérieux assassin. En revanche, ce qu'il a tué, c'est non pas ce coup au front, c'est un coup qu'il aurait reçu. Le chat, mais... Énorme. Mais il y a du bruit. Il y a vraiment du bruit. C'est quoi ce bordel là qui est au-dessus de chez moi? Je sais même plus parler tellement que c'est étrange. Faut savoir que, ok, j'ai des voisins. Ok, j'en ai un qui est au-dessus de chez moi et un autre voisin qui est à côté de celui qui est au-dessus de chez moi. Sauf qu'il est parti. D'accord. Mais voilà, il est parti, mais il n'y a plus personne, quoi, tu vois. Ça pourrait pas être encore lui, vu qu'il est censé être déjà parti depuis le début du mois. Je te dérange pas le chat? Et bon, ok, il y a les voisins à côté de celui qui est au-dessus de chez moi. Mais je sais pas. On est censé entendre des bruits là à ce temps-là? Enfin, je sais pas. Dans l'estomac et qu'aurait été tellement fort que l'estomac se serait rompu, provoquant une hémorragie et un choc septique. Les blessures sont impressionnantes, mais la scène de crime reste mystérieuse. Blair est retrouvé à moitié nu avec son jean descendu jusqu'aux chevilles. Il a plus ses chaussures aux pieds, ses chaussettes elles sont retournées de l'intérieur et posées à côté de son corps. Et chose d'autant plus bizarre, c'est que les policiers vont retrouver l'équivalent de 4 le chat en devises allemandes, canadiennes et américaines éparpillées tout autour de son corps. Ils vont aussi retrouver sa fameuse sacoche toujours remplie des bijoux et des lingots d'or qu'il y a mis quelques jours plus tôt. C'est
ça le truc le plus bizarre. Le chat, tu descends de... Tu vas redescendre d'ici si tu fais encore n'importe quoi. Hein. Là, tu fais n'importe quoi, s'il te plaît. Franchement, arrête. Non, je t'aime bien, hein, mais... Ah non, mais en plus, il fait mal quand il tire sur les choses. Il a pourquoi tu te tiens tranquille, le chat. Oh, le chat. Voilà. Et voilà. Bon, on va quand même mettre sur play parce que... Là où les personnes parce qu'il va mettre 3 ans pour être tranquille. n'en avaient absolument pas après son argent. Ils n'ont rien pris. Entre le fait que toutes ces affaires soient éparpillées comme ça autour de lui et le fait qu'il soit à moitié à poil, on se demande si en fait ces agresseurs ne cherchaient pas quelque chose qu'ils cachaient sur lui. En plus de ça, d'après les autorités, il présenterait aussi les signes d'une agression physique sexuelle. Ces ravisseurs seraient donc peut-être allés jusqu'à chercher à l'intérieur de Blair. Bref, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que c'est très bizarre. Malgré tout, on a plein d'éléments, donc on se dit que la police a de quoi faire. Sauf que pas du tout, la police galère. Ils ont beau chercher dans les moindres recoins du parking, il n'y a aucun indice qui mène à une piste viable. Aucune arme, aucune trace laissée par le ou les tueurs, et pire encore, aucun témoin direct. La police réussit quand même à obtenir un témoignage, celui d'un gardien de nuit qui faisait des rondes dans le quartier, et qui aurait entendu un cri strident d'une femme à 3h30 du matin. Malheureusement, ça l'aurait pas alarmé plus que ça, et il serait pas allé investiguer. Une bonne excuse pour dire qu'il a pas eu le courage d'aller voir ce qui se passe. Mais, dans la main de Blair, les enquêteurs retrouvent ce qui peut être la réponse à toutes leurs questions, un cheveu. Un long cheveu qu'ils envoient immédiatement au labo et bingo, ce n'est pas un cheveu de Blair. Il y a donc de très grandes chances que ce soit un cheveu appartenant à l'agresseur de Blair. Malheureusement, il n'y a aucune correspondance avec tous les ADN présents dans la base de données des policiers. Ni en 1996, au moment où l'enquête commence, ni encore aujourd'hui. Pendant l'autopsie, on retrouve dans l'estomac de Blair de la nourriture pas encore décomposée. Ce qui veut dire qu'il a mangé récemment avant sa mort, donc juste après avoir quitté l'hôtel. Et ça tombe bien car ça colle avec le récit de deux femmes qui pensent avoir aperçu Blair dîner avec un homme non identifié dans un restaurant proche de l'hôtel. Un portrait robot est dressé, mais la police n'a jamais été en mesure d'identifier l'homme du portrait robot. Évidemment, ils ont aussi interrogé le staff du restaurant en question, mais rien de probant. Bref, on voit que les policiers ont quelques pistes, mais qu'à chaque fois, elles ne mènent à rien, et au bout d'un moment, ils arrivent carrément à court de pistes. Encore aujourd'hui, les shérifs de Knoxville disent que c'est l'affaire la plus mystérieuse qu'ils n'aient jamais eu à traiter. On sait toujours pas pourquoi Blair a fui le Canada, ni ce qu'il a fui, ni pourquoi il est venu à Knoxville. On sait rien non plus sur qui a pu le tuer, et encore moins pourquoi. Bref, on sait rien tout court. Avec le temps, l'affaire tombe un peu dans l'oubli. Normal. Wizbot, calme-toi. Hein. Je sais que t'as envie de thune en ce moment, mais calme-toi, s'il te plaît. Je vais... Oula. Le chat, tu sais que je suis en train de parler? Non, je vais essayer, après le live, de ralentir les messages de Wizbot parce que voilà. Mais il y a quelques émissions de télé qui vont consacrer ralentir. 1 ou 2 épisodes, ce qui va relancer un peu l'intérêt autour de ce meurtre et potentiellement apporter de nouveaux témoignages. Et justement, ça va permettre de révéler un peu les comportements étranges des parents de Blair. Des années après le meurtre, la mère de Blair retourne voir la police pour leur dire que finalement, elle savait pourquoi son fils s'est rendu aux États-Unis. Pourquoi elle l'a pas dit avant? Bah tout le monde se pose la question. D'après elle, c'est pour se rendre aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il y a zéro blague. Quoi qu'il en soit, même si c'est vrai, ça nous avance pas trop. Et surtout, ça colle pas trop avec le comportement très étrange de Blair les jours qui ont précédé sa mort. Ok, tu vas aller aux Jeux Olympiques, mais pourquoi tu retires toutes tes économies? Pourquoi tu essaies de traverser une frontière quasi dans l'illégalité? Pourquoi t'annules des billets d'avion que tu viens d'acheter pour en prendre d'autres? Bref, c'est beaucoup d'efforts pour un truc plutôt basique. Et surtout, pourquoi t'achètes pas directement un vol direct pour Atlanta? Et c'était réglé l'histoire. Bref, ça fait beaucoup de questions qui vont intéresser tout un tas de journalistes qui vont essayer de rentrer en contact avec la maman de Blair. Ils arrêtent pas d'appeler chez elle pour essayer d'avoir des infos, sauf qu'à force, c'est carrément le père de Blair qui répond. Il leur fait comprendre que lui et sa femme ne veulent plus jamais entendre parler de cette affaire, et on peut se mettre à leur place. Ça doit être horrible de reparler de tout ça, de reparler de la disparition et du meurtre de son fils, c'est normal, mais d'un autre côté, ils ont l'air quand même vachement sur la défensive. 2010, il y a du nouveau. Une équipe spécialisée dans les cold cases s'empare de l'affaire. Les cold cases, au-delà d'être un mot que je prononce très mal en anglais, c'est toutes les vieilles affaires non résolues sur lesquelles on fait bosser des nouveaux policiers qui peuvent apporter un regard neuf ou des nouvelles technologies qui permettent de faire avancer l'enquête. Alors, tout le monde reprend un peu espoir. Ça donne rien. Ils trouvent aucune nouvelle piste, ils sont face à un mur et la police pense que cette affaire n'avancera plus jamais. À moins que quelqu'un se décide à parler. Maintenant que vous savez
tout, on peut passer aux théories. Et oui, c'est tout ce qui nous reste à faire sur ces affaires, c'est spéculer et avoir des théories en attendant de nouvelles preuves. Et vu que ça me rend dingue qu'on n'ait pas le fin mot de l'histoire, je vais vous donner quelques-unes des théories les plus connues. Comme ça, je me sentirai un peu moins seul. Premièrement, on pense tout de suite à l'hypothèse que Blair était bel et bien poursuivi par quelqu'un qui lui voulait du mal. Blair emprunte de l'argent à quelqu'un, il a une dette, il n'arrive pas à la rembourser, donc il se fait éliminer. Mais vous le savez, ça correspond pas avec ce qu'on a trouvé autour du corps de Blair, à savoir beaucoup d'argent. Autre théorie. Et si c'était pas un règlement de compte, mais que c'était tout simplement un contrat d'élimination parce que Blair aurait des infos compromettantes sur un cartel ou une entreprise. Alors, ce genre de contrat, ça donne généralement lieu à des meurtres plutôt clean entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a pas 1000 preuves autour de la scène de crime, et surtout la plupart du temps on retrouve pas les victimes. Et si c'était un gros mafieux, nous on le saurait pas, mais la police l'aurait su d'une manière ou d'une autre. Nouvelle hypothèse, Blair n'était en fait poursuivi par personne. Il avait peut-être bel et bien une maladie mentale jamais diagnostiquée qui s'est manifestée. Il était en pleine crise paranoïaque et il avait vraiment peur d'être tué. Mais alors du coup, pourquoi il se serait fait tuer? Eh ben ce serait une coïncidence. Le hasard fait qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais dans ce cas quand même, pourquoi Blair était à moitié à poil avec toutes ses affaires éparpillées autour de lui et ses chaussettes retournées? C'est bizarre. C'est la thèse la plus probable selon les policiers, mais il y a une dernière thèse que moi j'aime bien. Il y a pas mal de gens qui pensent que en fait ce serait peut-être lié à la prostitution, ce qui expliquerait pourquoi on l'a retrouvé à moitié nu. Cette théorie du coup dit que peut-être qu'il aurait vu une prostituée et qu'il l'aurait agressée. Elle aurait donc appelé à l'aide, donc un de ses macs serait venu la défendre et aurait défoncé Blair. À chaque fois il y a des éléments dans chaque théorie qui sont en contradiction avec la théorie en question ou qui font douter et c'est horrible. Bref, je le sais, vous êtes très frustrés de ne pas avoir le fin mot de l'histoire comme moi. Ah je suis content, je suis plus le seul. Ah je suis heureux. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'affaire avancera, ne serait-ce que pour la famille de Blair qui est restée sans réponse. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse débattre entre vous. Voilà, là je sais que ça va partir en débat si vous avez regardé cette vidéo à plusieurs. Sachez que 99% de nos théories sont fumeuses, vu que nous ne sommes pas policiers, mais... Ça sera intéressant si je fais un live avec quelqu'un, tu vois, comme avec Etienne Wolf. D'ailleurs, allez follow sa chaîne Twitch. Ça serait grave intéressant que je fasse un live encore à plusieurs. Même plus qu'à deux, donc à moi et avec moi et avec une autre personne, donc plus que une personne. Vous savez, voilà. J'ai pas besoin de m'expliquer encore plus, vous savez ce que je dis, quoi. Mais là, ouais, je sais pas quoi dire en vrai. Je sais pas, ils ont plein de preuves et tout, mais ils savent pas en fait. Et comme il a dit, il y a plein de choses qui se contredisent, contradictoires, enfin bref. Je sais pas comment expliquer, mais vous m'avez compris. Mais ouais, étrange. Ouais, étrange quoi. On va se mater Feld Up. Alors, il y a... Ok. Cette série de vidéos est déconseillée aux âmes sensibles à cause de ces sujets perturbants. Ouais, les gars, ceux qui sont assez sensibles comme moi, ne regardez pas. Bon, moi je suis un peu débile parce que je suis assez sensible. Et donc, ouais. Donc, voilà. Vous regardez pas et puis voilà. Je sais pas à quoi ça va ressembler parce que c'est une nouvelle vidéo qui est sortie il y a pas assez longtemps que ça. Je crois que c'était hier. Le 15, ouais, c'était hier. Alors, bienvenue dans cette nouvelle face cachée de YouTube qui sera découpée en plusieurs parties. Cette vidéo en particulier est une des plus intenses de ma chaîne et elle ne sera pas nécessaire pour comprendre les 2 prochaines parties de cette série de vidéos. Ok, donc peu importe les parties, ça sera pas... Voilà, ça sera pas une suite de... Voilà quoi, c'est juste... rien à voir. Vraiment, bon courage à vous, cette vidéo a été un enfer pour moi et elle me servira dans le futur pour déterminer des valeurs échelons. Ah, ok. Alors je comprends pas trop, mais on verra. D'accord, donc ça c'est vraiment... Alors ça m'étonnerait pas venant de Feldup parce qu'il a déjà parlé de certains sujets assez vénères.
Moi, étant donné que j'adore par exemple, voilà, la musique, moi j'adore la musique et tout ça, mais moi je suis très sensible à ça. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est musique et tout ça. Et quand il a sorti les 40 chansons les plus terrifiantes, j'étais pas bien. Bon, évidemment, j'ai regardé en entier parce que je suis assez curieux. Bon, ne soyez pas aussi stupide que moi, hein, genre, ne regardez pas une vidéo en entier si vous sentez mal. D'ailleurs, voilà, ne regardez pas mon live si vous vous sentez mal, hein, face à la vidéo qu'on va regarder. Mais voilà. Euh, Là, je sais pas à quoi ça va donner. Je sais que je vais pas être bien, mais voilà, on va voir c'est qui ce taré de Nick Bait parce que voilà, je reviens. Et hop là, je suis assis et je suis de retour. Allez, bon, si vous êtes assez sensible, ne regardez pas. Comme je veux. Bon, allez, on va regarder. Ok, je suis pas prêt. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi elle va ressembler à la fin. Vous êtes devant Vous le allez voir. findings qui a été le plus difficile à faire, pas nécessairement parce qu'il a demandé énormément de temps, pas forcément parce que les sujets étaient extrêmement peu connus, mais bien parce qu'il s'agit, je pense, d'un des, si ce n'est du findings le plus violent de toute l'histoire de l'émission. La dernière face cachée de YouTube que j'ai pu réaliser, elle avait un petit twist. Plutôt que de se pencher juste sur 5 histoires un peu aléatoires de l'histoire du site, je m'étais penché sur 5 youtubeurs qui avaient mal tourné, devenant des personnes moralement répréhensibles ou juste des criminels. Dans cette vidéo, du coup, je vous avais plongé dans un univers très sombre, parmi les vidéos les plus sombres de ma chaîne en réalité. Et j'avais envie de faire l'inverse avec cette vidéo, j'avais envie de partir de cet endroit extrêmement sombre d'internet, certains des recoins les plus effrayants qui ont pu avoir un rapport avec le site YouTube, et lentement vous en extirper. Je vais traiter non pas de 5 histoires, mais bel et bien seulement de 3. 3 histoires qui sont parmi les plus horribles que j'aurais jamais racontées sur cette chaîne. Mais chacune, au fur et à mesure, portera de plus en plus de sens. Restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a aussi un 4e truc que j'aimerais rajouter à la toute fin. Et également pour cette vidéo, il est possible que je vous demande à un certain moment d'aller regarder une autre vidéo si vous voulez encore plus de détails sur une des affaires. La première que je vais vous raconter, la plus horrible de toutes. Ça fait 3 fois que j'essaye de tourner cette vidéo et à chaque fois j'arrête parce que tout simplement lire ce texte à voix haute est difficile. Donc comprenez une chose, si vous êtes une personne sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo ou du moins la première partie de cette vidéo. Je ne sais pas encore en combien de parties sera cette vidéo, je ne sais pas encore comment elle va se profiler. Donc pour faire plus court, cet épisode est l'un des plus violents de l'histoire de Findings. Mais cette violence a un sens. J'essaye de transmettre un message que vous allez comprendre uniquement vers la fin de cette édition de la face cachée de YouTube. Déjà dès le commencement, ça y est, ça y va fort, hein. Ça y va très fort. Donc, si vous êtes, je répète 10 000... Je suis désolé, mais je vous répète 10 milliards de fois, si vous n'êtes pas prêt, enfin si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes très sensible, ne regardez pas. Voilà, je regarde. Et voilà. Moi, je verrai ça de mon côté, c'est ce truc-là. Et... D'accord. Bon, le but du live, c'est pas du fait que je dois pas être bien et tout ça. Non, je regarde des vidéos d'horreur. Enfin, déjà, la vraie vie, c'est une horreur, voilà, c'est pour ça que je fais un live. Putain, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère, mais c'est compliqué. Allez. Qui est ce Nick Bait. truc-là? Celui-là, ça fait un petit moment que j'ai envie d'en parler. Ah, parce que c'est pas récent. Enfin, entre guillemets. Nick Bait, c'est un sujet pas très connu. C'est simple, il n'y a que très peu de vidéos sur le sujet sur internet, et même s'il y a sur certains sites une assez grande documentation du cas de cette personne, il y a très peu de personnes qui en ont vraiment parlé de manière
public de manière assez vue et populaire. C'est à la fois parce que le cas a eu moins d'attention que d'autres cas, mais aussi parce qu'il a une réputation. La réputation de détruire la santé mentale de toutes les personnes qui essayent de s'y pencher. Un youtubeur qui avait fait des recherches sur le sujet a d'ailleurs dû, après 3 mois de recherche intensive sur ce cas, être placé sous antidépresseurs. If I'm being honest, Nick Bates almost kind of broke me. I guess it's kind of like staring into that little abyss, and it affected me. So I'm currently taking steps to improve my mental health, and I'm currently on Zoloft. Je vais donc vous raconter les choses de manière chronologique, de manière assez simple, et vous expliquer lentement pourquoi ce sujet semble aussi traumatisant que sa réputation semble le dire. Nikolaus Boyd Stauffenberger est né en Pennsylvanie en 1991. Il a vécu dans une situation parentale un peu compliquée, ce qui a amené ses parents à divorcer quand il était enfant en primaire, notamment parce que son père était un alcoolique et était abusif verbalement, et qu'il a fini par donc aller vivre ailleurs. La mère de Nick, elle, s'en est remis et s'est remariée et a eu un enfant. Cet enfant s'appelle Amber et il s'agit donc de la demi-sœur de Nick, qui est donc bien plus jeune que lui. On va mettre cette information de côté. Au CM1, entre 9 et 10 ans, il est diagnostiqué anxieux et dépressif. Il est placé sous médicaments et sous support émotionnel permanent. Dans des rapports scolaires qui ont été réalisés à son propos, on le décrit ainsi. Nick est la plupart du temps très silencieux en classe, parfois coopératif. Il travaille bien dans des situations de travail seul avec un enseignant et dans des groupes restreints. Mais il a des difficultés à établir des liens sociaux et a des comportements inappropriés avec les autres élèves. Il évite la cour de récré, reste souvent à l'intérieur de la salle de classe durant les pauses et n'interagit que très peu avec les autres. Il est très sensible et prend tout avec beaucoup d'émotion. Il refuse toujours d'accepter les conséquences de ses actes, répétant sans cesse après avoir fait une bêtise « je n'ai rien fait ». Bref, Nick n'était pas un enfant à problème, mais ses gros troubles sociaux l'ont amené parfois à se battre avec d'autres camarades de classe, mais il était quand même considéré comme talentueux, intelligent, capable de raisonner. Quand il est temps de passer au collège, son anxiété sociale augmente drastiquement et le mène à le faire quitter l'école publique. Il fait l'école à la maison chez sa tante, avec qui il vit. Il reste scolarisé à domicile 4 ans, de la 5e jusqu'à la fin de la seconde, de ses 13 ans jusqu'à ses 16 ans. En première, il retourne à l'école publique et il est à nouveau placé sous support émotionnel constant. Néanmoins, son anxiété sociale a un peu baissé, ce qui fait qu'il est un peu plus capable d'approcher les autres personnes. Il passait néanmoins la majorité de son temps à son... Attendez, je vais répondre à un message. D'accord. Bureau à dessiner et ses camarades de classe ne le harcelaient pas, juste ils ne le calculaient pas. Il continuait cependant à avoir beaucoup de difficultés sociales, il évitait les endroits bondés comme la cafétéria et les couloirs, il ne rejoignait pas des groupes d'amis même quand on lui proposait et avait parfois des comportements prompts à attirer de l'attention négative sur lui, comme par exemple suçoter ses cheveux ou gémir sans aucune raison. Et si certains de ces symptômes peuvent être approchés de formes d'autisme, il faut savoir que Nick, durant l'intégralité de sa vie, ne sera jamais diagnostiqué autiste, ni même HP, ni même quoi que ce soit en réalité. Les seuls neuroatypiques qu'il possédait, c'était sa dépression et son anxiété. Ça me paraît important de le dire parce que finalement, ces gémissements et ces suçotements de cheveux et ce genre de choses et d'actes antisociaux était majoritairement motivé par le fait de faire réagir les autres. Sa tante a fait pour lui une demande d'assurance pour invalidité sociale. C'est un programme fédéral d'aide pour certaines personnes démunies. Cette demande est acceptée, ce qui permet à Nick de vivre avec sa tante chez elle à plein temps. Voilà un des portraits qu'on peut réaliser de Nick qui soit les plus positifs possibles. Parce qu'en réalité, et je vais le placer ici, et je sais pas si vous y attendiez, Nick est probablement dans le top 3 des personnes les plus répugnantes que je n'ai jamais traitées dans l'histoire de Findings. Et tout va commencer à chavirer dès le collège en fait. Quand il va découvrir Internet. Et qu'il va commencer à s'y exprimer beaucoup. Oh non. C'est à 12 ans qu'il commence à arriver sur Internet. Il a grandi avec le début d'Internet. Il était fan hardcore du dessin animé Homestar Runner et de The Bonus Stage, de dessin animé Flash, qui aujourd'hui ont un peu mal vieilli certes, mais qui à l'époque était un peu le summum de la création sur Internet, ça fédérait des communautés entières. Et lui, il était très actif. Il était tout simplement mode et éditeur du wiki d'Homestar Runner en 2004, puis ensuite un an après en 2005, sur le wiki de The Bonus Stage. C'est sur les wikis et les forums liés à ces deux dessins animés qu'il va rencontrer une fille qui s'appelle Anna. Alors Anna, on va la mettre de côté parce qu'on va parler en long et en large de la relation qu'elle a pu entretenir avec Nick et de sa nature, mais je préviens, c'est pas joli. À ce moment-là, ça présente... Oh non, mais déjà dès qu'il...
dès qu'il y a quelqu'un qui est pas trop bien, tu vois, et qui rencontre une autre personne, c'est vraiment pas la meilleure des choses. Ça se finit toujours mal. Et je suis vraiment désolé, hein, mais c'est malheureusement la réalité, quoi. Dès qu'il y a une personne qui est vraiment... Ouais, je l'ai dit, mais dès qu'il y en a un qui rencontre une autre personne qui est déjà pas bien, la personne de base qui est déjà pas bien et qui rencontre une autre personne, ça va se finir mal obligé. Je sais pas ce qui s'est... Je sais pas, on va voir. Sur internet va se multiplier, il va créer des comptes sur YouTube, DeviantArt au fur et à mesure du temps, puis Twitter, LiveJournal, il va créer des blogs, plein de trucs différents. Là il va commencer à créer du contenu, c'est principalement sur DeviantArt qu'il va commencer en 2005 en postant ses dessins et ses animations. Ces animations qu'il a commencé à poster en 2007 consistaient en réalité de simples dessins où l'on fait apparaître ou disparaître des bulles de dialogue sans animer quoi que ce soit. Ces dessins étaient unanimement considérés comme très laids, mal faits, sans intérêt et ou talent artistique. Il dessinait beaucoup sur papier ou sur Paint avec des graphismes dans le style que l'on pourrait s'imaginer être dessiné par un enfant. Et même au fil des années, au fur et à mesure qu'il essayait de s'améliorer dans le dessin, il n'a jamais vraiment atteint un niveau qu'on puisse considérer comme bon, voire même décent. Et personne ne l'a jamais vraiment considéré comme un artiste confirmé. Il créera ses propres comics et animations, The Coffee Crew et The Further Adventures of Nick Bate, qui n'obtiendront absolument aucune attention autre que de l'attention négative. Parce que quand il va commencer en 2010 à poster régulièrement sur Twitter et sur LiveJournal, il va gagner énormément en visibilité. Pas en popularité pour autant. D'accord. Hey nudists, I'm Nick Bate. C'est simple, énormément de trolls le suivaient. C'était presque la totalité des gens qui le suivaient. Il était parfois mentionné dans des forums où ces trolls rigolaient ensemble de tous les aspects répugnants du personnage. Par exemple, des anecdotes sur son mode de vie très crade, comme le fait qu'il avait peur de l'eau, donc il ne se lavait pas le corps, juste les cheveux, et il utilisait seulement du déodorant Axe en guise de cache-misère. Et également, et surtout, un des premiers catalystes de la raison pour laquelle les gens ont commencé à le troller à mort, il ne se brossait jamais les dents, ce qui fait que ses dents pourrissaient de l'intérieur et ressemblaient à ça. Oh bordel. C'est horrible. En fait, les gens ont commencé à faire des rapprochements entre Nick Bate et Chris Chan, une autre personnalité sur Internet dont je ne vais pas parler ici, étant donné que pour en parler en long et en large, il me faudrait plus de 10 heures. En fait, il faisait partie d'une catégorie de personnes qu'on appelle des lol cows, des personnalités assez détestables, faciles à troller, qui s'expriment énormément sur Internet et qui sont énormément documentées, uniquement parce que leur personnalité est très atypique et souvent assez répugnante. Dans les cas les plus positifs de lol cow, il y a Uli Lilia, qui est une personne juste un peu créative et un peu chelou. Et dans le cas de Nick Bate, c'est surtout le côté absolument ignoble du personnage qui est resté dans les mémoires. Voilà, ça c'était le deuxième portrait qu'on pouvait réaliser de Nick Bate, un portrait un tout petit peu plus négatif, mais pour l'instant ça a juste l'air d'être un mec random sur internet complètement osef, qui vite fait est un peu bizarre. Mais Nick Bate c'est pas ça. Laissez-moi vous parler de l'une de ses passions les plus actives, la pédophilie. Putain. Quel bâtard. J'ai horreur de ces gens-là. Et bon, qui aime ces genres de personnes? Putain, à la prison, c'est pire que ça qu'il leur faut. Illegal. It's a stupid law. C'est ça, c'est... Avec le temps, sa Spell présence the sur speed, Internet hein, s'est concentrée donc autour de t'inquiète Twitter pas, et de LiveJournal, c'est pas pour rien. qu'il utilisait comme des vrais lieux d'expression sans filtre sur lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions. Et par lui, sa vie, ses intérêts et ses opinions, je veux dire son énorme focus sur la pédophilie. Alors je tiens à préciser qu'à partir de ce moment-là dans la vidéo, il va y avoir beaucoup de mots censurés. Si vous n'avez pas le cœur à regarder ça, ne le faites pas, parce que ça va devenir très sale, très vite. Nick Bate, il était ouvertement pédophile, que ça soit sur Twitter, dans ses chansons, dans ses fanfictions ou dans ses discussions dans le domaine du privé comme du public. Ses revendications politiques consistaient à défendre la pédophilie et les rapports sexuels entre des personnes majeures et des enfants. Oui. Je suis en live. Ouais.
En plus, une intervention incroyable. Mais pourquoi être ouvert? Être, c'est-à-dire, pourquoi dire à tout le monde et en être fier de ça? Déjà, pourquoi? Mais putain, mais c'est énorme quoi. Enfants de tout âge, y compris ceux en bas âge. Il se présentait non pas comme mais comme sexuel, un terme essayant de faire accepter l'attirance sexuelle envers les enfants comme une orientation sexuelle comme une autre, au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la bisexualité. Il clamait que les enfants pouvaient consentir sans aucune difficulté ou incapacité à ce consentement était tout aussi légitime que celui d'un adulte et que l'acte sexuel entre adulte et enfant, si consenti, parce qu'un enfant ne peut pas consentir, ne devrait en aucun cas être pénalement répréhensible ou mal vu en société. Et c'est là que je vais faire un stop à la vidéo. C'est simple, à partir de maintenant, vous avez deux choix. Soit vous décidez d'être dégoûté à vie et vous pouvez aller dans la description voir une vidéo non répertoriée qui montre un segment de cette vidéo avec tous les détails de l'affaire. Vous pourrez ensuite reprendre à ce timecode si vous voulez recontinuer la vidéo dans son flow normal. Ou alors vous pouvez continuer la vidéo maintenant et vous aurez les informations version diluée, version plus simple, avec moins de détails sordides, même si ça restera quand même assez difficile. Donc je le répète, si vous voulez la version non censurée, allez ici et ensuite continuez la vidéo à ce timecode là, ou alors suivez la vidéo version diluée. Attends, à 24 minutes, il y a quoi? Ok. Oui? D'accord. D'accord. Bon, bah, Feldub, il a dit que la suite qui va arriver là, quand je vais mettre sur play, il a dit qu'on sera dégoûté à vie. Je suis déjà dégoûté. Putain, j'ai du mal à parler. Je suis déjà dégoûté de la vie, déjà. Pas. Déjà à cause des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, peut-être pas des gens qui sont aussi attardés à ce point que ce genre de personnes, mais quand même, qui sont assez débiles, hein. Voilà. Même si c'est assez soft par rapport à lui, enfin bref. Bon, on va voir, hein. Je risque d'arrêter la vidéo, voilà. On verra. Je suis désolé, Alors, quand je dis je suis désolé, c'est un rire nerveux, mais là, c'est... version diluée. Voilà. Enfin bref. Alors quand je disais qu'il faisait de la création sur internet, il faut aussi comprendre que Nick Bates, il était chanteur. Merde. Chanteur. Il Ouais. était terriblement mauvais en guitare et en chant, mais il a quand même réalisé une démo avec plus d'une dizaine de chansons, toutes jouées avec le même accord dissonant et au thème centré uniquement sur une fille qu'il connaissait, la 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 et toute autre chose absolument affreuse. Les paroles sont toujours très crues, choquantes et sans aucune dentelle. Voici des extraits. Gonna do my wife and also some in their butts. Putain. Déjà, c'est très cringe. Et c'est très de la merde. Vraiment.
Ok, enfin bref. Il a expliqué plusieurs fois que s'il n'était pas déjà terrifié par l'interaction sociale et le fait d'être à l'extérieur, celui-ci aurait volontiers fait des manifestations pour les droits des sexuels. And if you think it's so bad, then get out a picket sign, go out in the street and protest legalization of it. I would do this, but as you know, I do not do things in public. Les extraits de voix que vous pouvez entendre là depuis le début de cette rubrique, c'est bel et bien Nick Bate qui lui-même répond à quelqu'un de manière tout à fait nonchalante en sachant qu'il est enregistré sur Skype, persuadé que ce qu'il dit ne pourrait absolument pas être porté contre lui. How on earth could this possibly be used against me when I'm not going to have a job? Maintenant, ramenons un sujet qu'on a traité plus tôt et qu'on va ramener sur la table. Est-ce que vous vous souvenez de Anna, cette fille qu'il a rencontrée sur les forums de Homestar Runner et The Bonus Je Stage? sens très mal. Eh bien, quand il l'a rencontrée, il a immédiatement développé un crush sur elle. Il y avait très peu de filles sur ce groupe de gens, donc elle n'était pas très surprise ou choquée qu'un garçon tombe amoureux d'elle. Elle l'a gentiment repoussé en expliquant qu'elle l'appréciait en tant qu'amie, mais sans aucune attirance. Il parlait énormément, il lui disait sans arrêt qu'il voulait l'épouser, il lui avait demandé en mariage plusieurs fois, chose qu'elle a toujours refusée. Et à un moment, il a carrément créé un autre blog sur lequel il ne parlait que exclusivement de Anna, étant donné qu'il ne voulait pas qu'elle voie les messages sur elle sur son blog principal. Il écrira dans son blog sur Anna cette phrase. « Il semblerait que la plupart de nos conversations aient au moins une instance de moi lui demandant de m'épouser ou de jouer à la PlayStation 2 à poil pendant que je la regarde en me ou quoi que ce soit d'autre, et elle qui répond juste, peut-être, d'une manière assez désintéressée. » Ça donne bien une image des dynamiques et de ce à quoi ressemblait une discussion avec Nick Bate. Avec le temps, il s'est mis à inclure de plus en plus d'éléments sexuels la concernant au sein des jeux de rôle de la communauté. Elle a expliqué plusieurs fois son malaise profond avec ça, il n'a jamais arrêté de le faire. I'm gonna lick the ass of Anna. Gonna get in Anna's butt. Gonna do it in Anna's butt. I'm gonna lick Anna's butt. Put my into Anna's butt. Plus le temps avançait, plus Nick était insistant et glauque avec elle. Il l'appelait sa femme, ne parlait que d'elle. Anna a donc décidé à un moment que c'était trop et a arrêté l'amitié avec Nick Bate et lui a demandé de ne plus jamais le contacter et elle l'a bloqué sur tous les réseaux. Il se considérait également parfois comme un auteur ou un écrivain, postant occasionnellement ses œuvres littéraires qui ne consistaient en réalité que de sortes de fanfictions glauques dirigées plus ou moins directement vers Anna. Par exemple, il écrivait de longs paragraphes sur comment il traiterait Anna quand elle serait sa femme, comment sa vie sexuelle se passerait avec elle, inventait des scénarios où ils couchaient ensemble dans toutes sortes d'endroits glauques, contextes ridicules et avec des pratiques très malsaines. Bref, son obsession était extrêmement étouffante pour Anna. Malheureusement, il s'était déjà envoyé des lettres et appelé au téléphone. Nick avait son adresse et son numéro de téléphone portable. Il a envoyé des lettres à la maison d'Anna, et ce pendant des mois et des mois. Il a essayé J'ai sacrément pas envie de voir sa gueule. Vraiment désolé. de l'appeler plusieurs fois, y compris sur le On est à plus de la moitié déjà. Je suis carrément pas prêt pour la suite. Hein. Ça sent bon. numéro fixe de son Et je pense que je vais passer à autre chose aussi, clairement. Je sais pas. foyer, numéro que Anna ne lui avait jamais communiqué. Sur une des chaînes YouTube de Nick Bate, on peut le voir faire un room tour de Ah, parce qu'il en a plusieurs. Il a dit une des chaînes, hein, donc son appartement. Il montre un mur de sa chambre spécifiquement dédicacé à Anna. Ce mur est couvert de photos, de lettres, de cadeaux et de tout objet en lien avec elle. There's the wall of Anna. Sometimes I put other things on it. Right now I have drawings of the Coffee Crew characters. Probably can't see it because très it's glauque. really not. Déjà, qui fait ça? Ah, bon, lui, évidemment, mais si t'es quelqu'un de normal, contrairement à lui, tu fais pas ça? Enfin, je sais pas, c'est ok. Very much light in here. Il faisait également énormément de Ça paraît listes très sur logique, divers là, non? thèmes, Mais dont là, avec toutes les choses qu'il veut faire avec Anna, et une liste de meubles, Putain, objets prison, divers, mais pire. fournitures de bureau, etc. qui seront nécessaires à avoir quand il vivra avec elle. Et ce, dans tes rêves. après que Anna ait complètement coupé les ponts avec lui. Anna a beaucoup posté durant les années sur un site s'appelant Kiwi Farm, une sorte de forum dédié aux gens qui ont une obsession avec les lolcows.
Et sur un thread sur Nickbait, elle explique un peu plus de choses à propos de leur relation. Et les détails sont assez affreux. On apprend notamment que Nick a menacé de multiples fois de venir chez elle, a proféré des menaces de mort particulièrement choquantes à tous ses petits copains successifs. Bref, Nickbait a stalké Anna pendant des années. Et encore aujourd'hui, en 2022, il continue de lui envoyer des lettres à son domicile. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets ce personnage dans la face cachée de YouTube? Vous inquiétez pas, hein, c'est pas fini. On est loin d'être arrivé au pire. J'en parle dans la face cachée de YouTube parce que Nickbait a 2 chaînes. Et sur une de ces chaînes, il y a 2 vidéos en particulier dont je ne comprends pas le fait qu'elles existent encore. Laissez-moi vous analyser quelques vidéos pour comprendre le contenu qu'il y postait. D'abord, il y avait des vidéos qui étaient tout simplement des réponses aux trolls. Des trolls lui demandaient des informations et de voir certaines choses, et lui, il les montrait de manière complètement candide. Par exemple, la vidéo de Horror of Nick Steve, une vidéo dans laquelle il fait un close-up de ses dents et où il ne dit rien. Alors juste, j'espère qu'il ne va pas montrer des choses très bizarres. Hein. Franchement, ok, c'est la version censurée, et j'espère qu'il va rien montrer, parce que... Voilà, j'espère qu'une chose, c'est qu'il a vraiment tout censuré, qu'il ne montrera pas. Voilà. Et dans lequel on peut voir l'étendue de la décrépitude de sa bouche. Vidéo qui lui avait été demandée, comme le dit la description de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut des gros plans de mes dents. Donc voilà, ne me blâmez pas si vous vomissez. Mais sinon, le reste de ses vidéos, c'est plutôt des sortes de vlogs, où juste il raconte des trucs, où il fait des présentations, des room tours, tout simplement. Comme la vidéo room tour dont j'avais pu parler précédemment avec Anna, où il montre sa chambre qui est très bordélique, il montre également le coussin qu'il utilise pour se... Mais lui il utilise le terme câliner. Il montre également ses consoles de jeux, sa télé, il montre aussi sa collection de canettes, une pochette avec des dessins pour son comics Coffee Crew et d'autres dessins. Ensuite un classeur plastifié avec des lettres qu'Anna lui a envoyées avec les enveloppes toujours intactes. This has letters that Anna sent me in the mail and stuff, and the envelopes that they came in. Yeah, there's a link. Attends, je sais pas si mon micro est... Je viens d'y penser qu'aujourd'hui. Enfin, qu'aujourd'hui, ouais, enfin... Ouais. Après, bon... J'ai peur de dire de la merde aussi, donc... Ok. Donc je me retiens. She sent me another letter over here, yeah. I have like my Coffee Crew comics and stuff in it. Captain, get out here. Pourquoi? Mais pourquoi? Il montre ensuite un tiroir rempli de culottes. Il montre ensuite ses toilettes en disant qu'il utilise la brosse à toilette comme... Tout le long de la vidéo, on peut remarquer un truc, c'est que sa respiration est très erratique, qu'il a l'air complètement sur les nerfs. Oula. Il a un chat? Pauvre chat? Ok. Ce qui donne une atmosphère vraiment particulière à la vidéo. Ça la rend imprévisible et le gars paraît encore plus dangereux. Le reste de sa chaîne continue cette sorte de lancée sans jamais vraiment partir dans des directions particulières. Mais pourquoi? En fait, il y a un truc, ça m'énerve dans pas mal d'histoires. Pourquoi? En fait, il y a des gens qui... Évidemment, il a précisé, Feldup, que c'est une histoire très peu connue. Mais il faut savoir que même si c'est très peu connu, il y a des gens qui l'ont forcément vu. Même s'il y en a très peu. Il faut alerter, en fait. Alerter. Je sais pas. C'est compréhensible, peut-être. Non? Je sais pas. Faut alerter les keufs en masse, en parler aussi, avant que le drame se produise, je sais pas. Faut que... je sais pas. Mais 2 vidéos en particulier me semblent importantes.
Évidemment, je dis ça comme si c'était une évidence. Bon, évidemment, c'est une évidence, mais c'est pas très évident de pouvoir faire bouger les choses et puis de donner des alertes, tout ça. Je sais que c'est pas évident et que même il y a pas mal de flics qui sont vraiment des mauvais flics, hein, j'en ai connu. Voilà. Mais voilà, enfin bref, faut spammer à fond et puis voilà, enfin je sais pas. Je sais que c'est pas évident, mais quand même. Laissez-moi vous parler de sa chaîne Donc continue il a dit cette quoi, sorte il a dit de quoi? lancée, sans jamais vraiment partir dans des directions particulières, mais 2 vidéos en particulier me semblent importantes. Laissez-moi vous Ok. parler de sa demi-sœur Amber. On peut voir Amber dans 2 vidéos de la chaîne de Nickbait. Et évidemment, je vais censurer son visage. La première vidéo dans laquelle on voit Amber, c'est Anniversaire de Amber 2010. Dans cette vidéo, il filme sa famille en mettant une attention particulière sur Amber, notamment quand elle est en maillot de bain dans une piscine, et également quand on la voit ensuite souffler sur ses bougies. Pendant Merde, toute la vidéo. je la sens très mal. Ok, parce que il a des goûts de merde. Et il y a ça. Je sens très mal. Elle a l'air assez mal à l'aise, Je sais très mal. comme si la Je sens présence très de mal. Nickbait la dérangeait. Et enfin, la dernière Euh, vidéo qu'il postera sur YouTube sur sa chaîne principale, c'est une vidéo appelée LARPing with Amber. Il s'agit d'une sorte de jeu de rôle avec elle, où ils se battent avec un bâton, puis prétendent d'avoir des super pouvoirs. D'accord. Ensuite. Un jour, pendant qu'il était en discussion textuelle sur internet avec quelqu'un, il a admis dans un chat avoir agressé sa petite demi-sœur, Amber, quand elle avait 8 ans. Les propos qu'il utilise sont Oh affreux non. et sont des propos que j'ai encore beaucoup de mal à prononcer. Il explique que, selon lui, c'est elle qui a commencé. C'est ça, ouais. On y croit tous. Pas du tout. C'est elle qui a commencé. Et évidemment, c'est faux. Amber finit par Évidemment, expliquer c'est à son faux. père ce qui lui est arrivé. L'un des documents de justice explique le déroulé des faits. Si je ne vais pas donner les détails dans cette version de la vidéo, sachez que clairement, c'était Nick qui avait tout démarré, qu'il forçait et que rien n'excuse ses actions. Les agressions sexuelles ont eu lieu entre 2009 et 2010, quand elle avait entre 5 et 8 ans. Le 30 avril 2015, il est arrêté pour agression Ah voilà. sur un enfant. C'était Amber. Le procès a eu lieu en janvier 2016, procès au cours duquel Nick a été condamné à la peine maximale possible. 40 ans de prison, dont 16 années et demie non éligibles à la liberté conditionnelle. Il sera éligible à la parole et pourra demander son innocence à partir de 2030. But I'm not De 2030, il demande s'il est... Mais bien sûr que non, il l'est pas. Je sais pas. actually having sex with C'est ça, kids. I c'est ça. just Well, you approve think of it's bad enough that you think it should be legal. consensual, sure. Oh my god. Non mais non. Non mais attends. Imaginez une seule seconde, parce que je viens de me rendre compte aussi. Pourtant c'est évident. Imaginez, en 2030, il dit qu'il est innocent alors que sur Internet, il y a des preuves, hein. Il y a vraiment des preuves. Sur Internet, il est pour ce genre de choses. Alors que c'est logique, c'est vraiment de la merde. Voilà. Je sais pas moi. Quelle horreur. Alors, je viens de prononcer le mot horreur parce que c'est le thème de la vidéo. Les gens qui se disent mais t'es pas censé regarder des vidéos d'horreur? Je suis en train de regarder des vidéos d'horreur. C'est la vraie vie. La vraie vie, c'est un truc d'horreur. Voilà. Mais je sais que c'est pas une raison pour que je regarde parce que c'est un sujet très sensible et moi j'en rigole pas. Enfin, c'est pas drôle du tout en vrai. C'est pas drôle d'en rire. Et c'est pour ça que j'essaie de détendre un peu. Enfin, de détendre un peu. C'est pas facile du tout. Et ouais. C'est la vraie vie, c'est de la merde. Hein. C'est. Enfin, je sais pas, j'ai pas de morale à faire Encore une fois, là-dessus de vous toute êtes dans façon. la version censurée là.
donc vous n'avez pas les détails. Une des spécificités de sa condamnation implique le fait de devoir obligatoirement, et ce pendant tout le reste de sa vie, répertorier tous ses allées et venues à la police. Il a essayé 2 fois de faire appel, en 2018 et en 2019, mais aucun n'a abouti, les juges ayant considéré la défense de Nick comme incohérente. J'avais oublié de rajouter ça lorsque je tournais, mais si vous vouliez que Nick Bate souffre en prison et qu'il se fasse tabasser par les autres occupants de la prison, sachez que ce ne sera pas le cas, parce qu'il est dans une prison spéciale pour les et donc tout le monde se serre les coudes là-bas. Et maintenant, pour vous faire comprendre l'étendue de l'enfer du personnage de Nick Bate, pour vous dire que ce n'est même pas que ça, laissez-moi vous faire une liste non exhaustive de petits détails inutiles qui montrent bien l'ampleur du personnage. Par exemple, il étalait ses excréments sur les murs de façon régulière. Il expliquait également en détail dans plusieurs tweets comment il étale ses propres défécations sur son corps, malgré le fait de ne pas laver son corps, et les blessures et inconvénients que causent parfois ces pratiques de qui incluent de s'installer divers objets. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est absolument dégoûté par les vagins, qu'ils sont sales, laids et horribles. Cela va jusqu'à ne jamais regarder de pornographie où l'on peut voir des vagins et être rebuté dès qu'il voit quelqu'un, puisque ça le fait penser au fait qu'une interaction avec un vagin a dû arriver pour que cette personne soit conçue, ce qui le dégoûte et l'énerve. Parmi sa liste de critères stricts auxquels sa future compagne devra correspondre, liste qui a été postée sur... Le seul truc stylé, c'est Windows XP, tu vois. Le reste, c'est franchement dégueulasse. Voilà. Est-ce que la remarque est utile? Pas du tout. Est-ce que ce mec est aussi utile que ma remarque? Pas du tout, mais même encore pire. Twitter en toute connaissance de cause, il y a le fait d'être mignonne, pas comme quelqu'un avec qui on voudrait sortir, mais mignonne comme une petite sœur, être complètement vierge, n'avoir jamais été courtisée par d'autres hommes, pour lui donner la priorité et augmenter les chances qu'elle soit attirée par lui, puisque personne d'autre ne veut d'elle. Veut absolument lui faire plaisir, être timide, faire énormément de câlins, ne pas avoir une poitrine trop grande. Alors ça par contre tu choisis pas, hein. Voilà. Clairement. Parce que c'est... Enfin, j'ai même pas... Il vous manque beaucoup de détails, ceux qui n'ont pas vu la version non censurée. Et très franchement, c'est mieux que vous restez juste à ça. Nick Bate est répugnant, et j'ai énormément dilué les informations. Il y a des choses que j'aurais voulu pouvoir mettre dedans. Essayer de vous décrire encore un peu plus l'hygiène de ce gars, décortiquer ses centaines et milliers de tweets, décortiquer chacun de ses blogs, montrer tous les messages absolument affreux qu'il a jamais réalisés, toutes les discussions Skype qui ont été enregistrées de lui, qui montrent à quel point c'est une personne affreuse, et que s'il paraît être sans filtre vu l'étendue de sa crasse, il garde quand même un filtre par rapport à la personnalité encore plus affreuse qu'il était en dehors des caméras. Nick Bate est méconnu sur internet principalement parce qu'il est tellement extrême comme cas que personne n'a envie d'en parler, tellement ça dégoûte les gens. Par exemple, même les fans de LOLcow qui ont l'habitude de ce genre de cas disent que Nick Bate est leur limite. L'expression LOLcow, ça signifie littéralement que quelqu'un est tellement influençable que l'on peut en extraire du LOL comme du lait avec une vache. Nick Bate est difficilement reconnu comme une LOLcow, tout simplement parce que ce qu'on en retient, ça n'est jamais drôle. C'est toujours dramatique. Il n'y a absolument aucun intérêt de parler de l'affaire de Nick Bate. Aujourd'hui, on sait où il est en prison. Voilà d'ailleurs une photo de Nick Bate aujourd'hui. D'accord. Et il continue d'envoyer encore aujourd'hui des lettres à Anna. Il continue de penser qu'il n'a rien fait de mal. Mais c'est vrai, putain, mais vu qu'il est en prison encore. Comment il fait? Et pourquoi c'est autorisé? Enfin, je sais que c'est vraiment de la merde, hein, niveau loi en Amérique. Pourquoi autoriser ça? C'est pas quelqu'un de proche de lui, même. C'est très compliqué à expliquer, vous l'avez compris. C'est vraiment... C'est un homme qui s'est nourri de l'attention des gens pour en faire quelque chose d'affreux. Et tout ce qu'il a touché a été détruit. Et ce, en étant une personne affreuse qui n'a jamais eu le moindre intérêt dans l'existence et qui a une vie franchement pitoyable. Et c'est probablement une des dernières fois que je parlerai de ce genre de cas, de LOLcow absolument affreuse sur Internet, parce que ce genre de cas n'a absolument aucun intérêt. Ce sont des gens qui ont fait des choses ignobles pour faire des choses ignobles. Et en parler tient seulement et presque seulement de la curiosité morbide. Mais pas de celle qui peut faire avancer, qui peut donner des informations, qui peut essayer de prévenir certaines catastrophes. Non. Là, c'est juste de la curiosité morbide qui, en plus de ça, quand on en éprouve, fait plaisir à la personne qui est responsable
de ces atrocités. Mais il reste encore 2 sujets à traiter. Je n'irai pas voir la version non censurée. Je n'irai pas voir. C'est là avant de voir la vidéo, j'ai hésité, mais là non, j'ai clairement pas envie. J'aime beaucoup Feldup, mais non, clairement non, clairement non. Du coup, je ne peux pas. Voilà. Bon, je suis toujours aussi dégoûté de la vie. Je l'ai toujours été, même bien avant de voir la vidéo. Enfin bref. Ouais, mec, j'ai vu un commentaire, faudrait que... Voilà, c'est lui. Euh, non, c'est... Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un. Voilà, c'est lui. Euh, En gros, Feldup, c'est bien que t'en parles et tout. Et encore, t'avais dit que c'est pas quelque chose que t'en parlerais, voilà, évidemment, faut pas que t'en parles. Parce que c'est vraiment de la merde. Euh... Enfin, c'est vraiment de la merde. Je sais pas comment dire, mais bon. Mais là, en gros, ce mec, il a raison, quoi. C'est... Je sais Enfin, je sais pas, quoi. C'est bien de faire des vidéos et tout ça, mais faut pas qu'il se bousille la santé mentale, quoi. J'ai moi-même un pote, ça fait penser à... ça me fait penser à un pote qui m'a dit pareil, que ok, c'est cool, mais ne te bousille pas la santé pour ça. Et je lui ai dit, ben oui, je comprends tout à fait. Et ne t'inquiète, je lui ai dit qu'il faut pas qu'il s'inquiète parce que voilà. Mais voilà, je là c'est Fed Up, il a atteint un niveau mais extrême quoi, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Là c'est pour le coup c'est trop extrême en vrai. Enfin bref, bon. Alors ça je le vois plusieurs fois dans les recommandés ça. Ça a l'air bizarre. Bon, ben on va pas tarder à faire le déballage de colis. Juste, j'essaie de trouver un truc. Oula, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Oula, très bizarre. Ah, salut Maxou! Alors, comment ça s'est passé ton live? Faudrait que j'aille voir ton live, un de ces quatre. Faudrait que j'aille voir. Alors, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais regarder. Bon, ça, il y a des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Surtout dans le thème. Après, si vous voulez que je fasse le déballage maintenant et fin du live, parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais regarder. Et ou soit vous proposez, mais pas des trucs extrêmes, quoi, parce que là j'ai envie d'être tranquille. Voilà. Ah, il y a des trucs, je vais pas regarder en live parce que je sens que ça va vous déranger, genre ça, tu vois. C'est genre de même très bizarre. C'est même pas un peu, j'allais dire un peu bizarre, mais là, non, c'est très bizarre. Euh... Bon, ben on va passer tout de suite au déballage, hein. Ouais. Alors,
Looking for royalty-free music? Discover Epidemic Sound. Get the safest music subscription for content creators with over 35,000 tracks and 90,000 sound effects.
Voilà. Pourquoi il est positionné comme ça, ma caméra? Pourquoi? Je vais essayer de m'arranger plus tard, de toute façon. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. Donc, merci d'être passé, les gens qui sont venus comme ça. Il y a une personne qui m'a dit yo, il est plus revenu après, j'ai l'impression. Les gens partis parce qu'il s'est dit, mais c'est qui ce mec? Voilà. Il y a des gens qui ils me passent un bonjour, c'est ok. Pourquoi pas. Mais bon, au moins, ça permet de dire bonjour. Et puis ouais. C'est sympa, hein, qui viennent me. Même si c'est juste un petit salut, c'est sympa. Pourquoi pas en vrai. Voilà. Tu vas chialer? Eh oui, parce que c'est trop cool. Mais voilà. Du coup, ouais. On se retrouve au prochain live pour je sais plus trop quoi. Si c'est un jeu vidéo, j'hésite entre soit Muck encore une fois, soit Ori. Parce qu'on m'a conseillé, je connais quelqu'un qui m'a conseillé Ori. Ou soit un autre jeu qui s'appelle Kebab Eat Up. J'ai trouvé pas très cher sur Steam. Ça m'a l'air sympa. Et voilà, j'hésite entre ceux-là et puis avoir selon mes envies et tout. Merci d'être passé. Franchement, c'était sympa. Voilà. Et même si il y a marqué un viewer, mais j'ai l'impression que c'est juste un bug en fait, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et des fois c'est un viewer et il y a juste personne quoi. Ou alors il y a juste un viewer et puis il se manifeste pas, c'est pas grave. Ça arrive d'être d'être timide. Moi-même, je regarde des lives comme ça, j'interviens pas, donc je peux tout à fait comprendre que les gens n'ont pas envie de chatter et tout ça. C'est la timidité, voilà, j'en fais partie, hein, je fais partie des gens qui sont très timides et qui n'osent pas trop laisser des commentaires ou chatter et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Ou alors c'est juste moi qui me fais des idées un peu rationnelles. Mais ouais. Voilà, merci à toutes les personnes qui sont passées me voir. Même si ça a été très court pour la plupart, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes passés, puis c'est cool. Ouais, du coup je vais réarranger cette caméra qui est un peu trop bas et un peu trop à droite du chat là, qui est un peu trop collée. Je vais réarranger ça, du coup ça sera plus en 1.0.0. Voilà. J'ai aussi trouvé un autre background par rapport au début de live. Enfin bref. Ouais, c'était sympa. Enfin sympa. Sauf une vidéo de Felup qui traite un sujet extrême. C'est pire que grave, hein, c'est extrême. Hein. Voilà. Mais bon. On se retrouve au prochain live. C'était super, merci à tous d'être passés. Voilà. Moi, attends, j'ai juste... ok. Moi en face du colis. Voilà. C'était génial. Ah, j'hésite aussi. Vu qu'on est en février, je vais peut-être contacter quelqu'un aussi qui pourrait intervenir dans plein live. Je sais pas s'il pourrait sincèrement avoir, ou sinon je le ferai tout seul, c'est pas grave. Et on se trouvera bien un moment pour faire un live. Pour faire une run à 100% sur Spyro Reignited Trilogy, je l'avais dit que ce sera en février et il faudrait que je contacte ce mec en effet, il faudrait que je le contacte. Voir s'il est disponible. Parce qu'il m'avait dit qu'il pourrait en février, mais à voir si c'est toujours le cas. Voilà. Et bon, peut-être un de ces quatre, on fera une autre run encore sur Super Mario 64, n'est-ce pas? Et voilà. On se retrouve au prochain live. Merci d'être passé. On se retrouve à la prochaine et sortez couvert. Voilà. Y a pas une scène de fin? Oh non, j'ai pas fait la scène de fin! Oh non! Ah, j'ai pas fait de scène de fin!
Allez. À la prochaine.